Bonjour. Bonjour. Macaron, Petit gâteau, croissant, Toilette. écharpe, Rouge. maillot, buffet, Bonnet. soutien, lingerie, maquillage, Abat-jour. Bâton. Cascole. Bon Français Podcast. Décolonisons nos regards. Salut tout le monde, comment allez-vous? Voilà, soyez les bienvenus. C'est un grand plaisir d'être avec vous encore un jour, encore un épisode. Et aujourd'hui, je suis très bien accompagné. J'ai à côté de moi Sarah Anjos. Comment ça va, Sarah? ça va? Salut tout le monde. Voilà, c'est un grand plaisir de te recevoir ici. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Voilà, et bon, en fait, Sarah, je t'ai connue à travers un travail que tu fais, pas directement malheureusement, mais indirectement, je t'ai connue par un travail que tu fais autour des histoires. Je ne vais pas trop avancer maintenant, mais que c'est un travail qui me plaît déjà, que c'est une branche importante du podcast aussi, que c'est raconter des histoires. Mais avant d'y passer, on commence toujours par une toute première question. Sarah, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Oh mon Dieu. Bon, eh bien, ça faisait longtemps que je ne suis pas allée à une boulangerie, vraiment, mais je pense que là, je suis quelqu'un que regarde tout. J'aime bien observer les gens, j'observe l'environnement, j'observe la relation entre celui qui vend et celui qui achète. Et je ne suis pas une personne de choses trop sucrées. Alors, pour moi, c'est plutôt du pain. Et je pense que c'est ça. Je suis quelqu'un que, quelquefois, si une autre personne parle avec moi, on commence à parler ensemble. Mais c'est ça, c'est plutôt la personne qui reste, qui observe l'entourage. Ah oui, voilà. Donc, tu m'entends? Oui. Tu vas à la boulangerie, c'est déjà un moment de découvrir des histoires aussi. Oui, c'est ça, d'écouter, hein. Les gens racontent beaucoup d'histoires tout le temps. Tout le temps, on raconte des histoires. Alors, la boulangerie, le supermarché, enfin, la pharmacie, on écoute toujours des histoires, et quelquefois des histoires très, très intéressantes et des fois très drôles aussi. Enfin, les gens sont folles quelquefois, mais j'aime bien écouter ça. J'ai toujours l'attention, enfin, les oreilles ouvertes pour les histoires. Ah oui, c'est super, hein? Alors, on commence déjà. Raconte-moi un peu à propos de ce travail que tu fais autour de l'art de raconter des histoires, hein, parce que écouter l'histoire, c'est bon, c'est très cool, c'est facile, mais raconter déjà, c'est tout un art différent, je pense. Mais d'où est venue cette passion? Quand est-ce que cette histoire avec des histoires a commencé? Raconte-moi. Ah oui, ça c'est une grosse question, hein. Mais tout d'abord, bon, les histoires, tout le monde raconte des histoires, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a l'art de raconter les histoires, je vais le parler, enfin, mais ça commence avec l'importance pour moi de la parole. Bon, je suis étudiante de lettres, n'est-ce pas? Je suis diplômée en lettres classiques à la faculté de lettres à UFMG, ici à Belo Horizonte. Et au tout début, les histoires nous permettent de développer la parole, n'est-ce pas? De mettre en mots la réalité. Alors, on utilise la parole pour nommer, pour décrire, pour communiquer des événements, des émotions. Et comme ça, on apprend la puissance des mots, n'est-ce pas? Mettre un mot, une parole sur une sensation, sur, par exemple, comme les peurs, une angoisse, sur une joie, c'est très important pour appréhender ce que l'on ressent, n'est-ce pas? Bon, et la passion de raconter l'histoire vient de ma famille, bien sûr, vient de ma grand-mère, ma mère.
Je suis de... Avant, j'habitais à campagne, n'est-ce pas? Et je suis dans un lieu qui s'appelle Monte Azul, au nord de Minas. Et là-bas, en tous les lieux, n'est-ce pas? Ma famille aime bien raconter des histoires. Et je suis élevée comme ça, en écoutant des histoires de personnes et en racontant les miennes, quand même. Mais à propos de le travail que j'ai commencé à faire, ça vient plutôt de mon intérêt. Les mythes, n'est-ce pas? Les mythes, ça m'intéresse beaucoup. Ça me plaît beaucoup aussi de lire et d'écouter. Je suis intéressée, comme une bonne étudiante de lettres, à la littérature, bien sûr, mais aussi à ce que précède la littérature comme l'ouvre écrite. Alors, je pense que c'est aussi une des raisons que j'étudie les lettres classiques, ça veut dire le grec ancien et du latin. Et alors, j'aime penser même à la notion de littérature, n'est-ce pas? Et le mythe, ça vient avant de ça. Ça vient d'une culture orale où l'oralité, c'est la façon, la manière où nous racontons et nous apprenons les outils pour vivre en communauté. Et on apprend aussi les croyances, les habitudes, les coutumes et tout ça. Alors, le désir de raconter, c'est parce que je participais d'un groupe, d'un projet plutôt, à la fac de lettres, où j'ai appris vraiment à raconter des histoires. C'est le projet qui s'appelle Contes de mythologie ou Nouvelles des mythologies, Contes de mythologie. Ah, c'est intéressant ce que tu as dit. C'est vrai, hein, les histoires sont toujours autour de nous depuis petit. Hein. Je pense qu'il n'y a pas, je sais pas, hein, je vais parler d'extrême naïveté que j'ai dans le sujet. Je ne suis pas un professionnel de l'histoire, mais je pense qu'il n'y a pas une société sans histoire. Hein. Être en société, c'est transmettre l'histoire de cette société les histoires au pluriel hein, de cette Oui, société où on habite. Plus proche ou plus grande société dans un sens plus général. Hein. Euh, mais c'est très intéressant ce mouvement que tu as fait d'aller chercher, euh, raconter, pas seulement écouter, hein, cette position plus active dans le processus trans, trans, des transmissions de la culture. Hein. oui, oui. Mais ce que tu as dit, c'est complètement vrai. Il n'y a pas de société en fonction d'histoire. On ne raconte pas d'histoire. Hein. Enfin, il y a plusieurs façons de le raconter, moyen aussi, et milieu. Mais les histoires sont contées de génération en génération, inlassablement. Enfin, elles sont très puissantes comme façon de communiquer, de la communication quand même. Et il y a des recherches aussi qui montrent que le cerveau humain réagit profondément au pouvoir descriptif et narratif d'une histoire. Alors, lire ou écouter ou raconter une histoire, c'est ressentir une expérience. Et les histoires aussi nous permettent de s'identifier au sujet, n'est-ce pas? Et aussi au groupe auquel l'histoire appartient. Alors, c'est une grande pouvoir, je pense, de l'art de raconter les histoires, de la littérature, quand même. Et parce que on les utilise pour transmettre une expérience vécue, n'est-ce pas? Et je pense que ça, c'est une chose très belle, Ah, finalement. ah non, sans doute, hein, c'est très belle et oui, c'est le pouvoir de l'art même. Hein. C'est pour ça qu'on peut parler d'une Oui, art de raconter des histoires parce que c'est vraiment cette chose qui va nous apporter même vers d'autres mondes oui, et qu'on va avec et voilà. Hein. Euh, si bien que, je sais pas, toi, mais je pense que peut-être non, mais euh, aujourd'hui, on écoute toujours des histoires. On a les technologies des YouTube, les technologies des visuels, hein, des
les ressources visuelles qui ont beaucoup augmenté. Sur TikTok aujourd'hui, que c'est la fièvre du moment au Brésil, je pense que partout dans le monde, ce sont des toutes petites, très petites histoires, très courtes même, mais chaque 30 secondes, c'est une Oui, petite histoire hein, quand même. oui, Euh, les mêmes, c'est pas ces oui, choses. C'est une histoire tout entière oui, c'est vrai. là-bas que transmettre un message. Oui, voilà. Et bon, étant fait que tu as commencé ce travail, cette recherche à partir d'un cours que tu as fait à l'Université fédérale de Minas Gerais, d'un groupe, en fait, hein, un groupe d'études, que c'est les Oui, nouvelles on va traduire au français, les nouvelles des mythologies. De quoi oui. s'agit-il? Comment fonctionnent ces groupes? Quel est leur but? Bon, c'était une expérience que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. J'ai participé de projets contes de mythologie, nouvelles de mythologie, qui appartient à la faculté des lettres de FMG. C'est un projet de extinction. Je sais pas, ça existe en français, cette notion que l'université doit être enseignée, recherchée et extinction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous les connaissances, les produits d'une faculté, c'est un droit public, n'est-ce pas? Il faut avoir une transmission pour la communauté, enfin, au général, au dehors de ça. Communauté de Belo Horizonte, de Belo et la région métropolitaine, n'est-ce pas? Alors, les projets, le but de ces projets, c'est de porter aux écoles publiques euh, de Belo Horizonte et de la région métropolitaine des histoires issues des mythologies grecques, africaines, afro-brésiliennes et autochtones du Brésil, ainsi que de jeux et des dynamiques théâtrales. N'est-ce pas? Ces projets ils existent depuis 1998, pardon. Et actuellement, il est coordonné par le professeur Marcos Alexandre. C'est un super prof de théâtre. Et alors, le projet se propose des actions pédagogiques, n'est-ce pas? En utilisant les mythes et les histoires. Et ça, avec ces projets, on recherche, bien sûr, de comment, les techniques, de comment raconter, on fait la répétition, n'est-ce pas? Beaucoup, beaucoup de répétitions. Euh, pour apprendre, non pas seulement le, le, les informations de l'histoire, des mythes, mais aussi toute une manière de notre corps de transmettre ces informations. Avec le jeu, avec des chansons, de cues visuels, des dynamiques, et on raconte des histoires pour les enfants et les adolescents, et quelquefois aussi pour les adultes. Et c'est une façon d'éduquer, d'enseigner, d'apprendre à ces enfants et adolescents, et les personnes, les histoires des autres peuples, des autres groupes, par exemple, du peuple autochtone du Brésil, de Minas, de Amazonie, de plein d'endroits, euh, et aussi de porter l'imagination à un autre niveau quand même, de travailler cette imagination, c'est pas de réfléchir. Oh, pourquoi le Dieu a créé le monde comme ça? C'est pas pourquoi cette déesse a fait ça? Et le pourquoi, le comment, enfin, les quand, les questions, c'est aussi de mettre en question, de mettre en cause notre réalité, c'est pas notre monde et notre relation euh, avec nous-mêmes, avec les autres et avec la Terre, au Gaïa, n'est-ce pas? Ou les autres, non, non, pardon, Oui. de la Terre. Ah, super. Hein. Et donc, c'est intéressant parce que tu es parti de cette pas éducation, mais de cette formation autour des mythes classiques grecs. Et aussi, je pense qu'on commence à apprendre à la mythologie à travers la mythologie grecque même.
Et après, tu es passé aussi à cette mythologie autochtone brésilienne aussi. Euh, et je sais aussi que tu as quand même participé d'un projet que tu as fait. Tu as été invité par le ministère des Relations extérieures de la France pour participer à un séminaire qui parlait de l'Amérique latine et Caraïbes. Et tu as fait une intervention appelée Paroles autochtones du Brésil, hein. Et comment était cette expérience, ce trajet que tu as fait? Parce que c'est très cool, hein? Tu as pris cette base européenne, des cultures classiques européennes, grecques, et après tu es retourné en Europe physiquement pour raconter une culture brésilienne, autochtone, hein. Oui, oui, c'était une expérience enfin, profondément touchante. Mais en premier lieu, enfin, j'ai cette connaissance, n'est-ce pas, cette étude d'être classique, alors du mythe grec, du mythe latin. Mais comme brésilienne, enfin, il faudrait que je étudiais ces autres mythes aussi, pas seulement des peuples autochtones, mais des peuples afro-brésiliennes et quand même africains. Puisqu'on peut comprendre un petit peu euh, le Brésil quand même. C'est un pays complexe que j'aime beaucoup et très divers et qui a une histoire enfin très quand même difficile à comprendre, n'est-ce pas? Des moments. Oui, tu as dit que tu arrives à comprendre un petit peu. J'aimerais après, tu peux m'expliquer hein, quand même. Oui, après, on peut parler plus de ça. Mais cette expérience au Sorbonne Nouvelle, n'est-ce pas? Le groupe, nous étions invités à participer au séminaire de l'Amérique latine et Caraïbes. C'est une semaine, n'est-ce pas, un événement, une conférence. C'était un professeur qui nous a invités. Et on a donné ce titre Paroles autochtones du Brésil parce que nous voudrions nous voudrions raconter des histoires du peuple autochtone de Minas, plus spécifiquement parce qu'il y a plusieurs communautés autochtones au Brésil. Il y a beaucoup, alors on a fait enfin, c'est plus précis, puisqu'on peut raconter mieux, n'est-ce pas? Et, on a préparé un atelier. Alors, on a pensé en jeu dynamique. C'était très amusant. Il y avait des représentants des autres peuples aussi, autochtones. Plusieurs personnes ont participé de plusieurs pays. Mais c'était un événement en ligne parce qu'on était à l'époque de la pandémie. Alors, nous faisions d'ici du Brésil et plusieurs personnes de plusieurs endroits et États du Brésil. Et on a apporté plus spécifiquement des histoires d'un livre qui s'appelle La chute du ciel de David Copenhauer. Et ce livre, c'est intéressant, son histoire, enfin, de la maison d'édition, le livre a été publié en première en France et pas au Brésil. Ah bon? Après, oui, oui. Enfin, ça nous donne toute une vision de comment le gouvernement brésilien se porte par rapport au peuple autochtone, n'est-ce pas? Euh, mais le livre, La chute du ciel, qui maintenant il y a la publication ici au Brésil, A Queda do Céu. Je vous suggère fortement de le lire. C'est une super œuvre. Et j'ai choisi l'histoire des Arowe, que je ne vais pas raconter. Il faut que vous écoutez le podcast avec cette histoire après. Alors, ça sera une surprise. Ah, voilà, notre petit bonus. Oui. Bon, Sarah, on va faire un autre, et pas émission, hein, mais on va avoir un petit bonus pour cet épisode dans lequel elle va nous raconter hein, cette histoire. Oui, oui. Mais cette passage, n'est-ce pas, de mythe classique, plutôt,
au mythe du Brésil, pas seulement du peuple autochtone, mais du Brésil, n'est-ce pas, le folklore, les légendes brésiliennes. Enfin, c'est à cause que on met traditionnellement le mythe d'Europe en haut, n'est-ce pas, comme les plus importants, mais ils ne sont pas les plus importants. Ils sont importants, tout simplement, comme le nôtre mythe, comme les mythes japonais, comme la mythologie chinoise, comme la mythologie, enfin, nordique ou la mythologie de en plusieurs endroits. Euh, et, mais l'étude, n'est-ce pas, d'étudier tous ensemble, ça m'a donné l'opportunité d'apercevoir, de observer comment nous sommes tous les mêmes. On cherche à partir des mêmes questions. Par exemple, quand on observe la cosmologie. Cosmologie, c'est les histoires qu'on raconte, n'est-ce pas, le logos. C'est une mot qui vient du grec ancien. Le logos, les mots, les paroles, les raisonnements. Et le cosmos, alors comment on voit l'univers, n'est-ce pas, le cosmos tout entier. Ou comme les théogonies, par exemple. Théogonie, c'est la genèse de les dieux et les déesses. Alors, toutes les sociétés, tous les mythes que j'ai lus, on cherche l'origine, on cherche pas seulement l'origine de l'univers, de ce qui existe, mais notre propre origine. Et j'aime bien ça et de voir, bien sûr qu'il y a plusieurs différences entre le mythe de Yanomami, par exemple, dans la chute du ciel, et les mythes de Grecs archaïques qu'on voit dans la théogonie d'Hésiode. Il y a plein de différences, mais il y a aussi plein de similitudes. Ressemblance. Ressemblance, merci. Ça a volé de ma tête. Oui. Et c'est super de voir ça, n'est-ce pas? Cet questionnement, cette recherche de l'être humain. Hein? Oui, sans doute, hein. Et c'est intéressant ce que tu as dit d'être une chose vue comme plus importante que l'autre. Et quand on met ça au même niveau et on montre aux gens que c'est au même niveau, ça produit toujours quelque chose, en fait. J'ai eu une discussion avec une tante qui est très catholique et je lui ai dit que l'histoire, la Bible, ce n'est qu'une mythologie, la mythologie chrétienne. Et Oh mon Dieu! on a eu beaucoup de discussions autour de ça et on n'acceptait pas ça parce que ce n'était pas une mythologie, c'est même pas une mythologie, c'est la C'est histoire là. de la création. Non, elle n'acceptait même pas le terme mythologie, tu vois, pour parler de la Bible. Et je lui ai dit, non, mais c'est exactement comme tu as expliqué, hein, c'est exactement une cosmogonie, une théogonie. Ça, il y a Oui, tout là-bas dans la Bible, hein. Donc, oui, c'est tellement naturalisé dans notre société chrétienne que c'est perdu ces fils, hein, des mythologies. oui, Et oui, ça se passe exactement la même chose pour les Yanomami, pour toutes les sociétés. Les mythes vont construire cette société, ils vont croire que ça, c'est la création de leur société, oui, pas un mythe quelconque comme les autres. oui, exactement. Et je me souviens de quand je commençais à étudier le grec, on étudie avec le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Alors, on Ah bon? a... Oui, oui. Et je sais par cœur Ah, le de Jean, Ioannis, n'est-ce pas? Et c'était Enarche Hologos. Alors, c'est quoi ça? oui, ça c'est en grec ancien, Enarche Hologos. Enarche, au principe, n'est-ce pas, au tout début, à l'origine, était la parole, était le mot, était enfin le logos. Et
ça commence comme ça, et ça, j'aime bien la mythologie chrétienne. Elle est, oh, c'est pas mythologie, hein, c'est toute la religion, hein, comme Ah. Satan. Oui. C'est courageux, hein, de parler comme ça. Oui, non, mais je parlais dans une discussion tranquille. C'était pas l'idée, c'était pas la blessée, c'est juste discuter Oui, même le thème. Et... oui. Parce que c'est ça. Et c'était très intéressant de voir ces mythes-là, la narrative, n'est-ce pas, l'histoire chrétienne, avec l'histoire de la Grèce, enfin des Romains, de tous les peuples. Et il y a un autre livre, c'est à cause de ça que je parlais de la Bible, do Novo Testament, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Antes o mundo não existia, avant le monde n'existait pas, du peuple des San Quiririporã, qui habite no alto do Rio Negro, au nord du pays, n'est-ce pas? Et au tout début de la narrative, c'est comme ça. Au début, rien existe. Tout Oui. simplement ça. Et après est venue une femme, une vieille femme qui s'appelait Iebaburo. J'adore Iebaburo. C'est une histoire que j'aime bien. Alors, il y a plein d'histoires. Pourquoi je parle de ça? Il y a plusieurs histoires. En Hésiode, par exemple, au tout début, il y avait quoi? Le chaos, l'abîme, n'est-ce pas? L'espace ouvert, l'Orient. C'est un peu comme ça. Et après, il y avait la terre et les autres éléments. Alors, j'étudiais toutes ces narratives, enfin, en me concentrant au grec et au peuple autochtone du Brésil. Bien sûr, j'ai lu des choses, enfin, de Moyen-Orient, des choses japonaises, enfin, mais plutôt celle-ci, celle-là. Et c'est super de voir cette ressemblance et aussi la différence, bien sûr. Parce que ce sont des groupes, des sociétés qui ont été élevées, organisées d'une manière très, très, très différente, avec des pensées diverses. Et c'est la chose, c'est ça, c'est de voir qu'on peut vivre dans ce monde de plusieurs façons. Et c'est pas, ah, ça c'est correct, ça n'est pas correct, enfin, tu t'as trompé comme ça, non. C'est de voir la beauté de la diversité quand même. Et du coup, j'aime bien, n'est-ce pas? Ça, je parle comme ça et je vois que j'aime bien. Oui, Et on ça peut me plaît sentir la beaucoup. passion même. Oui, la passion. Oui, c'est bon, hein? Non, et c'est super même de penser oui, cette recherche même à l'origine, c'est une chose qui est un peu naturelle en nous-mêmes. On cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé, d'où on vient. Même Oui, euh, d'une manière plus, je sais pas, brésilienne peut-être, mais pas plus en pensant à la diaspora aussi, des peuples d'origine africaine, mais d'autres diasporas aussi. On cherche ces retours au pays natal, on cherche à savoir d'où on vient, d'où est venue notre famille. Et de ces petits contextes, on cherche aussi à savoir d'où est venue l'humanité, d'où est venu le monde. Ce travail de reculer, remonter dans le temps toujours. On arrive au néant même, au rien, comme tu as dit, c'est l'unique conclusion possible. oui, oui. Et avec ce travail, avec le projet, n'est-ce pas, le Nouvelle de mythologie, raconter ça pour les enfants, raconter des histoires pour les enfants, avoir cet rapport euh, à ces petites personnes, c'est incroyable parce qu'ils nous posent des questions, parce qu'elles nous posent des questions, enfin, qu'on n'a jamais pensé. Et ça nous donne tout. On est là, n'est-ce pas, dans l'atelier, et du coup, ça vient une chose on arrête, on réfléchit, on dit ça, c'est une bonne Oui. question. Alors, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de ça? Et on apprend beaucoup, beaucoup avec la communauté. C'est pas euh, c'est pas une relation verticale, n'est-ce pas? C'est plutôt horizontale où l'université
apprend aussi avec la communauté. Et, et je pense, et principalement avec les enfants et les adolescents, parce qu'ils sont dans ce moment où qui je suis, pourquoi ça, et, et aussi individuellement, ça m'a fait rechercher mes propres origines, de ma famille, alors, et de aussi considérer les histoires de ma famille comme des histoires importantes, d'être racontées, d'être écoutées. Euh, voilà. Je ne vais pas pleurer, hein. Non, oui. Pas pleurer. Non, et c'est super. Et maintenant que tu as dit ça, m'est venue une question à la tête. Parce que, bon, je peux parler des bêtises là, tu me corriges, mais je pense, en pensant cela, que cette transmission de notre histoire, des histoires de notre peuple, même autochtone, euh, dans une... Bon, je pense que je peux dire ça, elle a perdu un peu de place, au moins dans, par exemple, les télévisions brésiliennes, les chaînes plus importantes, il n'y a pas trop de place pour ces histoires. Il y a plus Disney qui va raconter d'autres histoires hein, autochtones d'autres peuples. Euh, donc, ça, je pense que peut-être qu'on a nommé la télévision comme on, on a mis la télé à la place des griots qui vont nous raconter des histoires. Au lieu de ça, on a une chaîne de télévision, on a une équipe de Disney ou quelques autres hein, qui va faire ça à la place d'une personne qui vit dans notre propre communauté. Hein. Il y a un peu cette idée d'un universalisme quelconque des histoires qui n'existe pas. Hein. Il y a une histoire Oui, universelle. Les histoires universelles que nous avons, c'est toujours d'un groupe. oui. Comment tu vois Et, ça? Si tu travailles avec des enfants, tu penses que chaque fois, il y a une logique dans ce que j'essaie de parler, je ne sais pas. oui, oui, il y a, bien sûr. Mais c'est, enfin, je n'ai même pas dit c'est compliqué, mais c'est une question complexe. Hein, parce que pourquoi les histoires sont très importantes? Hein, sont importantes. Parce que si un groupe détient le pouvoir de raconter l'histoire, ce groupe va toujours avoir le pouvoir sur les personnes. Euh, et c'est à cause de ça que, par exemple, les mouvements et les projets de maintenir la mémoire, n'est-ce pas, de nos ancêtres, la mémoire les griots, l'importance de les griots, de Aïd, des Aèdes, par exemple, ou de notre mère, n'est-ce pas? Alors, ça que tu as dit, c'est très important, n'est-ce pas, les enfants, quand on a le rapport avec eux, on voit bien qu'ils les références sont les films Disney, plutôt des États-Unis, n'est-ce pas? Les narratives, les histoires des États-Unis. Mais aussi, quand on cherche et quand on parle plus, ils écoutent les histoires de chez eux, n'est-ce pas? Que leur mère raconte, que leur grand-mère raconte, que leur père, n'est-ce pas, raconte. Alors, oui, il y a un changement de ça, mais ce n'est pas tout perdu. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que dans la cuisine, par exemple, on travaille beaucoup avec la mémoire des nourritures. Et la cuisine, c'est un endroit, un milieu très important pour construire la notion même de société des familles. Ça. On partage la nourriture et on partage des connaissances de comment faire cette nourriture et aussi on raconte des histoires. J'aime bien cuisiner et j'ai appris beaucoup avec ma grand-mère et ma mère et mes tantes, pas seulement à faire la nourriture, n'est-ce pas? Mais aussi, on parle toujours. À Forfoc est toujours là. On raconte plein d'histoires et c'est ces lieux-là qu'on apprend. Et c'est là aussi que les enfants d'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des changements, n'est-ce pas, à chaque génération. Mais je n'aime pas cette vision qui ah, on a changé, alors c'est perdu, c'est pire. Non, c'est pas comme ça. Le pouvoir des histoires, c'est plus fort. Alors,
je pense que tu as raison, mais aussi que on a une culture bien forte et ne va pas s'envahir, n'est-ce pas? Ne va pas l'oublier. On va seulement changer et enfin. Oui, bien sûr, oui. Je ne vais pas être le beau oncle là qui va dire, ah, dans mon temps, c'était comme ça, etc. Mais la discussion, c'était Mais même on cette fait ça place. aussi, hein. Oui, On fait toujours ça. mais c'était de réfléchir même parce que malheureusement, c'est un peu difficile de compétir avec Marvel qui va faire des Oui, films. oui, On sait par cœur l'histoire de Thor, par exemple, que c'est un dieu viking, hein, si je ne me trompe pas. Moi, je ne connais oui, pas trop, mais de la mythologie nordique, oui. voilà. Mais par contre, quand on va... Bon, en ce moment, je vois qu'il y a des groupes de gens qui essayent de faire cette recherche autour de nos histoires, nos légendes brésiliennes et reconstruire ces mythes. Il y a même un film, une série hein, qui a apporté ça. J'ai pas Oui, trop... J'ai aimé, mais c'était pas comme elle pourrait... Je pense qu'elle aurait pu être meilleure encore, mais c'était oui, c'est ça, bonne. c'est super, mais Oui, mais comme si, il comme y ça... a quelques J'ai oublié comment problèmes. elle s'appelle. C'est sur Netflix, hein? Oui, c'est sur Netflix, elle s'appelle, je vais Parce que c'est réfléchir. original sur Netflix, peut-être que même les Oui, francophones puissent écouter hein, et puissent regarder pour comprendre, oui, pour connaître un peu de la mythologie autochtone brésilienne, hein, au moins la plus oui, célèbre. oui, Parce que là, c'est intéressant parce que j'ai vu toujours qu'il y a une tendance à infantiliser un peu les personnages historiques, historiques, je dis légendaires, même des légendes brésiliens. Et là, non, là, ils ont montré cette puissance même, cette force des combats, des guerres, oui, de tout hein, qu'il y avait dans ces personnages. oui, exactement. C'était un travail très important, n'est-ce pas? C'est pas le seul, mais la série s'appelle La Cité Invisible, disponible sur Netflix. Alors, je vous encourage à le regarder. Euh, mais c'est ça, a donné toute une puissance à ces personnages, ces histoires qui étaient de notre culture un peu, comme tu as dit, n'est-ce pas, adaptées, ont perdu un peu la puissance. Et on a vu la puissance de Cook, de Sassy. Tout à fait, ça j'ai beaucoup Et aimé dans la série, hein, parce que je dis, ah voilà, c'est ça, hein, on peut s'amuser avec ça aussi comme oui, Marvel fait, on peut faire avec nos propres personnages. Hein. Ils sont vraiment exactement. puissants. Oui. Mais comme tu as dit, ces grands narratifs, n'est-ce pas, de pays qui ont plutôt le pouvoir économique, ça nous impacte beaucoup. Mais comme a dit Chimamanda, on ne peut pas laisser une seule histoire. Ça, on ne peut, le pouvoir d'une seule histoire, elle est enfin terrible quelquefois. Oui, Alors, je encourage fortement de raconter ces histoires et vos histoires et de vos propres familles, n'est-ce pas? On découvre beaucoup à propos de nous-mêmes ah, avec oui, ça. oui, oui, sans doute. Oui, mais je sais, on a d'autres façons. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de chansons par lesquelles c'est une chose qui exige moins des sources financières pour produire. Hein. À travers lesquels on peut faire cette transmission. Je me demandais juste dans les audiovisuels même, ce travail, que c'est un travail important quand même, mais malheureusement, il coûte beaucoup plus cher. Hein. Oui, Ouais, oui. c'est pas évident. Euh, bon, mais sinon, qu'est-ce qu'il faut pour bien raconter une histoire? Est-ce qu'il y a des techniques? C'est un don naturel? C'est possible que moi, que je ne sais pas du tout raconter des histoires, je commence à les raconter bien? Comment c'est pas comment c'est Ah, le devenir griot? oui, Il y a oui. un mot pour griot en portugais qu'on utilise dans les peuples Euh, autochtones. il y a plein, par exemple, mais ça dépend de comment on voit le rôle de griot, ou par exemple, de la aide dans une société. Et en chaque société, ça change, n'est-ce pas? Par exemple, si nous sommes dans une société où, par exemple, Yanomami, il y a le rôle de paget. C'est pas tout à fait le même rôle de griot, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tout un autre rôle religieux et aussi, bon, c'est ça, il y a, mais enfin, sans plusieurs mots et je ne connais pas, pas beaucoup. Oui. Normalement, on dit raconteur ou racontrice. C'est Oui, la c'est personne qui ça. raconte. Hein. Oui, oui.
au groupe, n'est-ce pas? Dans les projets, on parlait contador ou contador, Oui, exactement. la personne qui raconte, mais Oui, raconter, c'est moi-même, hein, oui, j'ai fait la traduction moi-même en français en faisant référence au contador du portugais, hein, raconter. oui, oui, Voilà. oui. Euh, Mais comment on fait pour oui, bien devenir sûr. griot? Devenir, oui. Bien sûr qu'il y a des techniques, n'est-ce pas? Mais tout d'abord, tout le monde raconte des histoires. Tout le monde raconte des histoires, OK? Tu peux raconter tes propres histoires ou les histoires des autres personnes, même si tu pourrais être la personne plus timide, plus introvertie au monde. Mais tu racontes des histoires, même si tu racontes l'histoire tout simplement à toi-même. Alors, mais à propos de techniques, on, on utilise plutôt les techniques des beaux-arts, principalement du théâtre, hein, des jeux aussi, des stratégies, des dynamiques pour pratiquer nos voix. Alors, de dynamique, n'est-ce pas, pour entraîner la voix, la gorge, et aussi pour enseigner les corps, nos corps, à avoir cette présence. Hein. On ne sait pas du tout comment vivre, exister dans notre corps. Et on apprend ça, n'est-ce pas? Et aussi pour apprendre à utiliser les objets de notre entourage, des instruments, l'espace comme l'endroit où tu racontes l'histoire. Et il y a plein de façons d'apprendre. Mais le plus important, il n'y a pas un don magique, hein. C'est pas ça, pas Oui. du tout. C'est comme tous les autres arts. Le plus important, c'est de s'entraîner, de répéter. Répéter, répéter, répéter. Quand j'ai présenté des histoires, je les racontais à moi-même et à mes amis et à mon copain, par exemple, plusieurs fois, plusieurs fois. Et ce n'est pas tout simplement en premier lieu. Il faut avoir l'histoire par cœur, mais toujours on change un peu. Chaque personne raconte l'histoire de sa propre manière. Et ça, c'est aussi la beauté de raconter de l'histoire. Et on apprend aussi pas seulement à raconter, mais à voir, à écouter comment cette personne qui nous écoute, elle interagit avec nous. Ça? Et c'est avec le temps et la pratique et la répétition. Ça? Mais par exemple, on peut partir d'une dynamique qui met en avant un aspect. Un aspect. C'est la voix, par exemple, et on peut faire par exemple, le bruit des oiseaux. Hein. Tu sais comment faire un bruit d'oiseau? Alors, il faut prendre un oiseau et l'enregistrer, quoi. Non, là, mais non, oui. Non, je blague. J'ai cherché sur YouTube, bruit des oiseaux. Oui, oui. Mais et ce genre de choses, on commence avec ça. Ah non, mais comment tu fais? Tu vas pas me raconter? Je vais laisser pour une autre histoire. Ah, c'est pas vrai. Il y a plein d'oiseaux qui racontent des histoires très belles. Ah, d'accord. Alors, ça, et nous faisons, par exemple, quelques exercices afin de réfléchir à la façon dont nous voyons et nous utilisons notre propre voix, notre corps et les objets. Hein. Et à partir de là, on réfléchit aussi, qu'est-ce que cette histoire que j'ai choisie nous raconte? Elle parle de quoi? Quelle est sa importance? Comment elle nous touche aujourd'hui? Pas? Il y a toujours, par exemple, moi, que je suis une chercheuse d'antiquité, il y a toujours cette souci, n'est-ce pas, cette préoccupation et cette perspective de pensée. OK. Et aujourd'hui, dans la contemporanéité, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça nous porte, n'est-ce pas? Et ça, c'est une question que je travaille, parce que travaille aussi avec les études de réception classique. Alors, comment les classiques sont vivants aujourd'hui, n'est-ce pas? Et enfin, il y a plusieurs techniques. Il faut tout un atelier, n'est-ce pas, pour les enseigner.
Non, parfait. Oui, mais c'est bon. Tu as donné un bon panorama. Donc, il y a vraiment des techniques qu'on peut apprendre et pratiquer Oui, oui, et faire à nouveau. Oui. Comment? oui. Oui, ça. Oui. Et tout le monde peut raconter des histoires, OK? Oui. Oui, il y a Vous ceux avez- qui racontent pas des histoires proprement dites, mais racontent des blagues, par Oui, exemple. c'est ça, oui, exactement. Et il y a des gens Et qui racontent des blagues très bien et d'autres qui c'est terrible, hein. Et même quand oui, c'est terrible, moi, on rigole je quand suis même. terrible. Je suis Ah terrible. Je bon, ne pour les raconte blagues? aucune. Oui, Ah oui. mon Dieu. Je n'ai pas d'humour. Oui, c'est terrible. T'as pas d'humour, c'est terrible. Oui. Mais voilà, hein, c'est un type de manière de raconter une histoire, hein. Les blagues, des histoires inventées, bien sûr, mais c'est toujours des histoires, hein. C'est super. Bon, mais est-ce qu'il y a une nouvelle ou une histoire que tu aimes particulièrement à raconter, qui c'est, oui, un Euh, coup de cœur, comme on dit, hein? oui, OK. Comme une bonne féministe, j'aime bien les histoires de déesses. J'aime bien les histoires de les femmes, histoires qui parlent de, de l'invention de les femmes. Parce que la plupart de fois, ce sont les hommes qui les racontent. Parce que ce sont les hommes qui ont toujours le pouvoir de raconter les histoires, pas d'écrire, par exemple. Alors, j'aime bien des histoires de cosmologie avec de l'EDS, pas comme la Terre, comme Iebaburo, comme Pandore, et enfin, plein des autres. Mais l'histoire, par exemple, une que j'adore, que j'ai déjà racontée, il y a même une vidéo sur YouTube enregistrée que je raconte l'histoire de Pandore. Si vous voulez le jeter un coup d'œil, allez. C'est Ah, une c'est cool, chaîne, hein? oui, c'est une chaîne au YouTube de contes de mythologie. Ah, du Cherchez-la. projet. Mhm. Oui, c'est ça. Parfait. Euh, et si je vais raconter un tout petit peu l'histoire de Pandore, alors on la rencontre, cette histoire, au poème d'Hésiode, et c'est de la période grecque archaïque. Et cette mythe, elle est fournie dans les travaux et les jours, c'est le nom de Louvre, et aussi dans la théogonie. Et il raconte au début de son œuvre que Pandore fut créée, elle a été créée sur l'ordre de Zeus. C'est le dieu, il est plus connu, n'est-ce pas? Parce qu'il voulait se venger des hommes du sexe masculin, les hommes du sexe masculin, ok? Pas Voilà. les hommes comme espèce. Oui. Parce que dans ces mythes, il n'existait pas de femmes. Il existait seulement de mecs. C'est ça. Oui, un monde Euh, terrible. oui, mon Dieu, mon Dieu. Oh, ma déesse, mon Dieu. Alors, Pandore, elle a été créée, n'est-ce pas, comme une vengeance, parce qu'il promettait à notre Dieu à voler le feu de Zeus. Et enfin, elle a été fabriquée avec plusieurs dieux, Héphaïstos par exemple. Elle a été faite d'argile et l'eau, pas? Et Athènes, Aphrodite, Apollon et les autres des dieux et déesses ont donné à cette belle femme un cadeau. C'est ça son nom, n'est-ce pas? Pan, de tout, de beaucoup, n'est-ce pas? Dora, du grec, c'est le cadeau, présent. Ah, bon. Alors, c'est cette femme qui a tous ces cadeaux de tous les dieux et les déesses. Et elle a porté, comme une bonne femme, n'est-ce pas, tout ce qu'il existe de terrible au monde. C'est la faute de cette femme. Et ça m'a fait penser beaucoup, cette fille. L'origine de femme, l'espèce, n'est-ce pas? Parce que là-bas, c'est ça, c'est l'espèce d'homme, de mec et de meuf, n'est-ce pas, de femme.
Et enfin, il y a plusieurs interprétations de ça. Mais quand j'ai traduit ces mythes dans une discipline de la fac, euh, ça m'a fait penser beaucoup. Je dis, ils nous, nous avaient fait croire que nous sommes terribles et que nous sommes mauvais dès l'origine, n'est-ce pas? Et enfin, ça change toute notre... quand quand je suis me rendre compte de cette stratégie, n'est-ce pas, de le patriarcat, de créer toute une idéologie qui nous croyons, n'est-ce pas? Ça a continué dans la mythologie chrétienne aussi, Oui, hein, la mythologie chrétienne, il y a même le déesse. Il y a Oui, un seul Dieu, n'est-ce pas? il y a Tout un le- seul Dieu et la femme qui a foutu toute l'humanité à manger la pomme, hein. Exactement, exactement. Alors, des ressemblances, tu vois. Oui, Et il y a plusieurs autres, mais il y a aussi le mythe où les femmes est la force créatrice. Et il y a aussi le mythe où la femme est l'héroïne. Il y a, et ça, c'est cette beauté, c'est cette créativité aussi. Ça nous donne toute une autre perspective, n'est-ce pas? Et quand on raconte de ces autres mythes différents, où la femme, ou la femme noire, ou la femme autochtone, elle est la protagoniste, elle est l'héroïne. Quand on raconte ça à les enfants, ça change leur vision, n'est-ce pas? Et ça dit, je peux faire ça, je peux être bonne, je peux, enfin, ça, je peux faire les choses importantes comme les hommes, n'est-ce pas? Alors, j'adore plutôt particulièrement les mythes à propos du genre et cette question-là. non, c'est super, hein. C'est très cool même. Et oui, et c'est un peu comme j'ai dit à propos des légendes brésiliennes, c'est voir ces femmes dans cette place de pouvoir même, Oui, oui, d'agressivité, des constructions oui, et destructions, hein. oui, voir Mm. Iemanjá donner de naissance et aussi détruire, n'est-ce pas? Voilà. Et voir Yansan, Nana et des autres femmes qui ont cette intelligence, cette beauté, enfin, plusieurs artifices et caractéristiques que on ne voit pas beaucoup hein, dans nos narratives enfin. Oui, voilà, c'est très cool même, très important. Bon, je pense que c'est ça, hein. On doit, c'est très bon. C'est très bon de t'écouter en parlant d'histoire parce qu'on voit même cette passion que tu as et tout. Je pense que tu as très bien nous transmis tout. Moi aussi, j'ai hâte de... Moi, vous nous écoutez là, mais moi encore, j'ai pas écouté l'histoire qu'elle va enregistrer pour nous dans l'épisode bonus, mais j'ai déjà hâte, trop hâte de l'écouter. Tu m'as donné envie même d'écouter des histoires. Euh, mais j'aimerais savoir avant de passer à la fin vraiment, est-ce qu'il y a une question que tu penses que c'est important de toucher, que je n'ai pas fait, quelque chose que tu penses que c'est important de répondre, mais que je n'ai pas demandé? Il y a quelque chose que j'ai laissé passer comme ça? Dis maintenant ou Euh, jamais. oui, ok, monsieur. C'est Oh bon. là là. Oui, oui, bon. Du coup, je pense que une question, une bonne question, c'est ces mythes-là, ces histoires, Sarah, tu as dit, n'est-ce pas? Par exemple, je suis aussi, je enseigne les langues, n'est-ce pas? J'enseigne le français, le grec, le latin. Et j'ai aussi étudié des autres langues, j'aime bien étudier des langues, ça c'est ma vie, ça c'est ma personnalité. Mais comment on peut utiliser les mythes et les histoires comme une outil pédagogique? Et c'est un outil pédagogique très, très puissant. Ah, Et super. ça Alors, touche au corps, oui. Sarah, dis-moi, comment on peut utiliser toute cette connaissance que tu as pour raconter des histoires au niveau pédagogique, là, pour apprendre des langues, etc. Oui. Alors, on peut enfin utiliser de plusieurs façons. Moi, personnellement, j'aime toujours faire cette pratique parce que, en premier lieu, si une mot, quand on apprend une langue, un mot, elle est tout seule, on va l'oublier, tout simplement.
si elle est dedans un contexte, dedans une narrative, et aussi une narrative qui nous amène et qui nous bouge comme ça et qui nous amène à un endroit de fantaisie et que touche nos émotions, on va rappeler ces mots. On va rappeler la grammaire, on va rappeler les structures, les syntaxes, etc. Alors, c'est tout simplement une méthode de contempler plusieurs côtés d'un apprentissage de langue. Parler, lire, écrire, écouter, n'est-ce pas? Parce qu'on raconte des histoires, toujours. Et les élèves aiment aussi raconter leur propre histoire. Ça, je fais déjà, j'ai cette méthode, n'est-ce pas, de l'apprentissage du français depuis des années. Et, et ça leur donne envie, les élèves ont envie de, pardon, de pratiquer plus, d'écouter des histoires qu'ils aiment, l'espace peut être de drames, enfin, n'importe quel genre d'histoire, de légendes, de mythes, ou enfin, de séries, le cinéma, tout sont des histoires, n'est-ce pas? De chansons. Et ça, c'est une outil pédagogique très puissante et ça reste. Et l'élève, il progresse beaucoup dans l'apprentissage de la langue quand on touche à ce sujet-là, d'écouter les histoires des autres personnes et aussi de raconter leurs propres histoires. Ah, super, hein. Et c'est parfait, hein. J'ai jamais fait un vrai travail sur ça, mais j'ai déjà travaillé avec, par exemple, on a déjà présenté ici les belles histoires de Luc le Lièvre. Et c'est vrai, hein, il y a une motivation supplémentaire des élèves pour découvrir qu'est-ce qui va se passer avec Luc. Oui, Et j'ai fait un travail qui, chaque élève racontait un chapitre. Comme on a fait ici, on a enregistré 3 ou 4, j'ai oublié. Et un voudrait écouter l'autre pour savoir la continuation et l'autre raconter la continuation. Donc, oui, c'est vraiment un travail. Les histoires, elles ont euh, cette, euh, cette puissance même de nous faire, oui, nous donner envie même de continuer, hein, à écouter plus et tout. Ça nous oui, attire. Ah, mais c'est super ce totalement vrai. travail. Oui, super. Bon, voilà. Euh, On arrive malheureusement à la fin, mais on doit finir un jour. Et comme d'habitude, à la fin, on demande, Sarah, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain? Qu'est-ce que tu vas nous offrir aujourd'hui? Des indications. Oui, bon, j'ai déjà parlé de plusieurs ouvres, etc. Mais en première place, je voudrais suggérer avec ton pain, n'est-ce pas? La chute du ciel, A queda do céu, de David Copenhauer. Et aussi le film, n'est-ce pas? Le film qui a été fait, adapté, l'adaptation de ce livre-là, plus ou moins, s'appelle A Última Floresta, La Dernière Forêt, qui est disponible sur Netflix aussi. Et je pense que, bon, il y a plusieurs autres, mais celle-là que je connais en français, n'est-ce pas? Que le livre a été publié en français, parce que les autres... Et je vous suggère aussi de lire le, le mythe, n'est-ce pas? Pas seulement le mythe classique, les autres. Et regarder la série, la Cité invisible. Elle a des problèmes, et c'est super aussi de voir nos légendes, nos mythes aux séries, n'est-ce pas? Et aussi d'écouter des histoires de sa famille. Prêter attention à ça et aussi à l'histoire que tu racontes à toi-même. On toujours raconte l'histoire à nous-mêmes, n'est-ce pas? On se lance dans notre tête. Euh, et je pense que c'est ça. S'il y a des autres, je, je vais t'envoyer, tu peux partager. Non, c'est parfait, c'est une belle farce déjà. Mais voilà.
Merci vraiment, mille merci, Sarah. J'ai beaucoup aimé t'écouter, c'était très bon même. J'ai Ah, hâte merci d'écouter l'histoire beaucoup. que tu vas nous raconter. Merci beaucoup. J'ai Euh, aimé. Merci pour l'invitation. C'est super de parler. ouais. Et voilà, suivez-nous sur les réseaux, Bon Français Podcast. Envoyez-nous des messages si nécessaire. Et si vous voulez suivre le travail de Sarah, comment on fait, Sarah? Je suis un peu en dehors des YouTube. réseaux maintenant. Mais oui, le YouTube. Suivrez la chaîne YouTube Contes de mythologie. Et, et je pense que c'est une super source. Voilà. Donc, vous pouvez suivre ce projet, ce beau projet de l'Université ici de Minas Gerais. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'à ce moment. Et à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine. prochaine.